Sunday Night Production. Baptiste Cartiot, alias Ciblo, est un jeune coureur aussi à l'aise sur les pistes d'athlétisme que sur les réseaux sociaux. Passionné de course à pied, il a réussi en quelques années seulement à se hisser parmi les meilleurs coureurs de sa génération. Mais ce n'est pas tout. À seulement 18 ans, il est en train de bouleverser, avec son ami Lucas, la communication des athlètes de haut niveau sur les réseaux sociaux en la rendant plus accessible et bienveillante. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse entrer dans la tête de Ciblo. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur, l'émission de toutes celles et ceux qui aiment courir. Trail, route, piste ou encore triathlon, chaque lundi, venez améliorer vos connaissances sur l'entraînement, l'alimentation et la préparation mentale du coureur tout en vous amusant. Bonne écoute! Bonjour à toutes, bonjour à tous, nous vous souhaitons la bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur, l'interview. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir dans l'émission un coureur aussi à l'aise sur les pistes d'athlétisme que sur YouTube. Il s'agit d'un jeune champion, membre de l'équipe de France. Il est licencié au club de Cergy-Pontoise. Il va nous parler plus en détail de ses deux passions pour le running et la création de contenu. Il s'agit de Baptiste Cartiot, alias Ciblo. Baptiste, un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Comment vas-tu ? Je vais bien, merci. Merci à vous pour cette invitation. C'est sympa aujourd'hui et si j'ai bien compris, vous allez rentrer dans ma tête. C'est ce qu'on va essayer de faire en tout cas. Je ne sais pas ce qu'on va découvrir, ça va être le mystère, mais bon, on va tenter de percer le secret en tout cas. Et je suis aux côtés d'un autre phénomène de l'athlétisme français. Sa voix est écoutée par près de 100 000 passionnés de coureurs chaque mois. En tout cas, des coureurs qui sont avides de bons conseils. Il s'agit de Fred, co-animateur du podcast et responsable fond et demi-fond running au Stade Français Athlétisme. Fred, comment vas-tu aujourd'hui ? Bonjour Baptiste, bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Ça va parfaitement et j'ai hâte de rentrer, en tout cas d'essayer de rentrer dans la tête de Baptiste puisqu'il semble avoir donné son autorisation. Baptiste, dans l'émission d'aujourd'hui, en plus d'essayer de rentrer dans ta tête, on va essayer en tout cas d'en savoir un peu plus sur toi et sur les coulisses d'un jeune athlète de haut niveau français. Tu vas nous parler bien sûr de ta passion pour le running, de ta vision de l'entraînement, de tes méthodes et aussi de pourquoi tu as envie et comment tu fais pour fédérer toute une communauté autour de toi, puisque c'est aussi un peu ta particularité. Mais avant ça, j'aimerais qu'on prenne le temps de te présenter à nos auditeurs et auditrices qui peut-être ne te connaissent pas encore. Est-ce que tu peux déjà nous dire par exemple quel âge tu as et surtout comment est-ce qu'est née cette envie de courir ? Alors moi tout d'abord j'ai 18 ans, donc tout juste majeur et ça fait déjà un moment que je pratique l'athlétisme. En effet, j'ai commencé à 8 ans. Et c'est simplement cette envie est venue par le fait que mes parents sont marathoniens. Tout d'abord, mon père a fait 8 marathons, ma mère en a fait un aussi dans des temps sympas. Donc j'ai eu l'envie de m'inscrire à un club d'athlétisme par le biais aussi de Lucas, qui est là aujourd'hui, qui en fait simplement me dit tiens, je m'entraîne tous les vendredis soirs au stade, est-ce que ça te plairait de venir ? Et moi j'ai dit carrément, parce que j'adore la compète, j'adore me challenger, et donc c'est comme ça que j'ai décidé de m'inscrire au club de l'EA Cergy-Pontoise Athlétisme et le club dont je suis toujours adhérent. Bon je crois que tu es déjà le plus jeune coureur qu'on reçoit sur le podcast Dans la tête d'un coureur. Enfin Fred a 3 fois ton âge, je crois. Presque. Qu'est-ce qui t'a plu le plus dans la course à pied ? C'est quoi que tu as aimé dans ce sport-là ? Parce que c'est vrai que généralement on commence assez jeune la course à pied, vers 12-13 ans, peut-être c'est le cas de Lucas, et puis souvent il y a un décrochage, en tout cas c'est ce qu'on voit, il y a beaucoup de coureurs qui arrêtent vers 18-19 ans parce que ils commencent à sortir, on a le permis, on veut s'amuser, ça devient un petit peu contraignant, et après on revient, enfin il y en a qui reviennent pas, mais on revient plutôt vers la trentaine d'années, quand on commence à prendre un peu de poids et qu'on se dit allez on va rechausser les baskets. C'est assez rare finalement d'avoir des jeunes qui commencent à 18 ans. Toi ça t'a pas fait peur ? Qu'est-ce que tu as aimé dans ce sport qui est quand même assez exigeant, on va pas se mentir. C'est sûr que il y a souvent des gens qui sont amenés à arrêter parce que la course à pied, surtout à haut niveau, ça demande beaucoup d'engagement, d'entraînement, de récupération, ça demande du temps, de la persévérance, donc faut vraiment pas lâcher. Et là c'est là où l'aspect communauté, le fait que je sois suivi par des personnes, je pense que ça m'aide aussi, ça me stimule à continuer simplement mes efforts, et aussi les résultats qui suivent, ça fait plaisir. Donc voilà, faut vraiment pas lâcher et c'est chouette.
Et du coup, Baptiste, est-ce que tu t'es découvert coureur au fur et à mesure des entraînements ou directement lorsque tu as intégré le club? Alors j'explique pour ceux qui ne connaissent pas forcément les fonctionnements club. Quand on arrive à 8 ans, on est encore à école d'athlé, on va basculer sur la catégorie poussin et jusque normalement, même si ça peut arriver avant, normalement jusqu'à la 2e année minime, voire première année cadet, c'est-à-dire 13-14 ans, on fait ce qu'on appelle du multidiscipline. Donc on fait les différents sauts, les différents lancers, les différents types de courses, donc sprint avec des haies, courses de fond. Et donc est-ce que c'est au fur et à mesure que tu t'es découvert cette passion pour la course, tu faisais référence à tes parents, ou d'entrée quand tu es arrivé à l'EACPA, tu t'es dit mais moi en fait je veux que courir, ce qui est un peu une problématique quand on est éducateur des plus jeunes, c'est quand les enfants arrivent à cet âge-là, ils disent, ou même les parents, mais lui il veut que courir. Bah ouais, mais pendant quelques années il va tout faire. Ouais, c'est vrai que moi aussi j'étais beaucoup dans cette optique-là. En fait, simplement, j'étais vraiment nul aux autres disciplines. Il faut savoir que ouais, j'étais pas bon, donc j'aimais pas perdre. Donc j'aimais bien faire ce qui me plaisait, donc simplement le demi-fond. Et justement, j'ai une petite anecdote à propos de ça. En catégorie Benjamin, donc on est obligé de faire des compétitions. Il y a les crosses, où on fait que de la course à pied, et après il y a les compétitions sur piste, où cette fois-ci on est obligé de faire un combiné. Ouais, ce qu'on appelle le triathlon, mais il n'y a pas de vélo, il n'y a pas de piscine. Ouais, voilà. C'est ça, exactement. Mais donc là, c'était un pentathlon, donc il y avait 5 épreuves en salle, et j'ai dû simplement faire les 4 autres en amont de mon 1000 mètres. Mais donc je les ai fait un peu n'importe comment, tout ça pour faire le bon gros 1000 mètres que j'attendais à la fin. Et tu as tout de suite performé quand tu t'es inscrit, tu as tout de suite trouvé tes marques, tu as tout de suite été compétitif, ou au début tu as quand même un peu galéré? Comment ça s'est passé? Très vite quand même, j'étais plutôt bien. J'ai commencé par les crosses, donc mon premier j'ai fait 6e. D'ailleurs il y avait Lucas aussi, et j'ai terminé derrière lui. Et honnêtement j'aimais pas trop terminer derrière lui, mais après j'ai compris qu'il y avait des pointes et tout pour pas glisser, parce que j'avais glissé dans le dernier virage. Et après avec les pointes je suis arrivé 2e. Et puis après très vite au niveau départemental j'arrivais à enchaîner les premières places. Et puis après j'étais confronté par plus fort, toujours, il y a toujours plus fort quelque part. Et puis non, c'est vraiment ça que j'aime bien dans l'athlé, être confronté à des personnes. Alors Baptiste, on peut dire que ta carrière de coureur a explosé, en tout cas on va dire aux yeux du grand public athlétisme l'année dernière, et cette année avec une 3e place au championnat de France de cross, donc on t'en félicite, et aussi plusieurs sélections en équipe de la France. Et justement comment s'est passée cette intégration à l'équipe tricolore, et concrètement quand on est un jeune comme ça, qu'on débarque dans cet univers-là, ça se passe comment? On est accueilli comment? Déjà, on est prévenu comment? Est-ce que c'est directement? Est-ce que c'est l'entraîneur? Enfin voilà, détaille-nous un peu tout ça pour ceux qui connaissent pas. Ouais, c'est sûr que clairement, moi, depuis que je m'entraîne, ce qui m'anime, c'est courir pour la France, courir pour sa nation. Et ça, je l'attendais vraiment. Je performe depuis un moment. En minime, j'arrivais à sortir du lot, mais il n'y avait pas de sélection. Et en cadet, aussi, je sortais du lot, mais cette fois-ci, en KD1, j'étais pas assez performant, étant donné que c'était que le premier de la discipline, et en KD, entre la première année et la seconde année, il y a un écart de niveau quand même. Et donc, la seconde année, c'était il y a 1 an et demi. Simplement, les championnats d'Europe KD ont été annulés dû à la crise sanitaire. Donc là, clairement, ça a été le déclic. Junior, première année. Je me suis mis sur 3000 mètres steeple et j'ai réussi à me qualifier pour la première compétition internationale qui était Tallinn, les championnats d'Europe. Et ouais, la délivrance, c'était cool. On reçoit un mail de la Fédé et là on fait ça y est, je suis sélectionné, et ça fait quelque chose. Et on le reçoit directement, ou c'est les parents, vu qu'on est mineur encore? Ouais, souvent c'est ma mère qui reçoit les mails pour le coup, qui rassemble un peu toutes les informations. Mais oui, au bout d'un moment, ça arrive à moi, et c'est cool. Alors, il faut savoir, Baptiste, qu'en plus de ta carrière de coureur, tu es aussi un passionné de vélo et de VTT, et tu pratiques d'ailleurs le duathlon. Alors,
tu as cette pratique parce que tu estimes que ça t'apporte quelque chose ou juste parce que c'est un plaisir et qu'il faut effectivement maintenir un plaisir, mais comme tu aimerais jouer aux cartes, donc tu le fais, ou vraiment tu estimes que c'est essentiel à ta progression en course à pied? En fait, le vélo, ouais, j'en ai fait pas mal de VTT à l'âge de 10 ans. J'ai été champion de France UFOLEP en 2018. Et là, à présent, j'ai un petit peu délaissé le vélo, mais j'ai gardé le duathlon quand même, parce que le duathlon, c'est vraiment une course qui me fait plaisir d'y participer. C'est chouette. Il y a beaucoup de rebondissements, étant donné qu'on passe par la course à pied, donc 5 km de course à pied. Puis après, on enfourche le vélo pour faire 20 km de vélo. Et enfin, on termine avec 2,5 km de course à pied. Donc, c'est une course où on est tout le temps à bloc. Et c'est très, très dur, d'autant plus qu'en France, le niveau est bien bon. Car le top 20, ils font tous en dessous de 30 minutes. Pour que vous ayez une idée, 30 minutes au 10 km. Donc voilà, c'est un sport que j'aime bien pratiquer. Malheureusement, je ne peux pas trop faire de vélo à côté parce que je privilégie surtout le volume d'entraînement aux courses à pied. Donc voilà, souvent ce que j'ai fait l'année dernière notamment, je me suis mis à la ligne de départ du duathlon sans entraînement vélo. Et j'aurais pu faire mieux avec de l'entraînement vélo, mais je préfère quand même privilégier l'athlé là où on peut avoir des sélections, tandis que sur le duathlon, c'est qu'en senior. Ok, et du coup, pour cette saison, tu penses fonctionner de la même manière ou tu estimes qu'avec la progression que tu souhaites en course à pied, en athlé, à un moment, il va falloir que tu délaisses ou mener une sorte de double carrière, un peu comme Benjamin Choquer, Ouais, c'est sûr que Benjamin est très, très bon là-dessus. Moi, je pense faire un peu moins de vélo pour arriver à être un peu plus compétitif sur le court. Sur la piste, parce que c'est sûr que pour faire du long, le vélo c'est pas mal, mais pour la vitesse sur la piste, c'est un peu moins bien. Donc moi c'est comme ça que je vois les choses. Je vais continuer cette année à faire des duathlons comme ça juste pour m'amuser le dimanche après-midi et enfin s'entraîner à bloc pour les grands championnats, notamment cette année. Tu sais, on parle de plus en plus d'entraînement croisé. Toi, tu ne penses pas que ta pratique du vélo, tu dois justement la conserver pour être un petit peu plus complémentaire dans tes entraînements? C'est quoi ta vision par rapport à ça? Ma vision par rapport à ça, c'est que moi, j'aime bien beaucoup courir. Le vélo, honnêtement, j'aime pas trop. J'en fais tout seul. Je trouve ça long. Et donc, simplement, je fais plus. D'accord, bon écoute, si tu... c'est vrai qu'on avait reçu, pour l'anecdote dans le podcast, c'est vrai qu'on avait reçu Nicolas Navarro il y a quelques semaines de cela et qui nous expliquait un petit peu comme toi, qui a un très bon niveau en vélo. Lui, il est monté sur marathon, il nous expliquait qu'il préférait vraiment privilégier la course à pied parce qu'il estimait, en tout cas lui, par rapport à sa physiologie, c'est toujours pareil, c'est assez indépendant que c'était plus bénéfique. Et c'est vrai que suite à ça, ça avait un peu choqué certains auditeurs les plus férus d'entraînement croisé. Et donc du coup, je voulais avoir un peu ton avis sur ça. Et puis apparemment, tu peux pas forcément les rassurer. Mais d'ailleurs, quand on regarde un petit peu ton parcours, tu es aussi très polyvalent en course à pied, puisqu'on va te retrouver aussi bien sur 1500 mètres, 3000 mètres. Je crois que tu as même essayé un petit peu le steeple, je ne sais pas ou sur 2000 mètres steeple. On t'a vu aussi sur les crosses, sur les labours, aussi sur 10 km route. Est-ce qu'il y a une distance qui t'attire le plus ou tu aimerais te spécialiser? Parce que j'ai un peu l'impression que tu touches un petit peu à tout en ce moment. Ouais, c'est sûr que je touche un petit peu à tout en ce moment et en fait simplement j'aime bien tout en fait. J'aime bien vraiment le demi-fond. Donc voilà, je fais un peu de tout. J'ai surtout axé quand même sur le cross l'hiver. Je suis surtout axé sur le cross l'hiver, un peu de 10 km. Mais l'été, c'est surtout le 3000 mètres steeple avec en guise d'entraînement pour gagner un petit peu de vitesse le 1500 mètres. Et pas en dessous parce que je manque de vitesse. Et comment ça se prépare justement? Parce qu'on reçoit souvent des coureurs de 10 km, semi-marathon, marathon, trail, ultra-trail, un peu moins souvent des coureurs steeple, de piste pure, de vitesse. Ça ressemble à quoi une semaine type chez toi? Est-ce que tu es plutôt ce qu'on appelle de l'école des bornards? Tu fais quand même plus de 120 km par semaine avec plus de 8-9 entraînements, ou plutôt dans la team
minimaliste, qualitatif. Toi, c'est quoi ta vision par rapport à l'entraînement? Ça ressemble à quoi une semaine type concrètement chez Baptiste? Une semaine type, moi j'aime bien m'entraîner, j'aime bien beaucoup m'entraîner et beaucoup de qualité aussi, clairement. Là, moi une semaine type, c'est à peu près 12 entraînements par semaine et 140 km quoi, avec donc en plus de ça 2 entraînements de PPG. Je sais pas si tu veux rebondir, Fred, sur la préparation, si tu veux en savoir un petit peu plus. Si, justement, parce que Baptiste est un jeune athlète, donc 140, c'est déjà pas mal. Est-ce que tu n'as pas eu ton entraîneur te suit pleinement là-dedans ou quand même il essaye de te freiner sur le nombre d'entraînements, sur la distance? Parce que on sait, alors, je dis pas que je partage, attention, parce que moi, sinon mes athlètes vont pas comprendre. Mais on sait qu'un certain nombre d'entraîneurs, notamment avec les plus jeunes, n'aiment pas qu'ils fassent trop de kilomètres et tout. Donc ça se gère comment pour toi au quotidien? En plus, tu as pas une vie professionnelle, mais tu es étudiant, donc tu as des journées quand même bien occupées. On y reviendra, tu es un producteur de contenu. Donc comment s'organise tout ça et quelle est la gestion avec l'entraîneur de ce volume-là? Ouais, c'est sûr qu'il essaye de me freiner un petit peu, mais après, il sait que j'aime bien m'entraîner. Donc d'un côté, il me dit fais attention de ne pas en faire trop, mais d'un autre, il me dit si t'aimes bien ça, vas-y, fonce. Fonce, clairement. Et on l'a dit tout à l'heure, tu as 18 ans. À 18 ans, on sort, on va un peu en boîte, on fait la fête. Toi, ça se passe comment un peu cette vie nocturne, cette vie étudiante? Est-ce que ça existe quand même un petit peu ou non? Toi, tu déconnes pas quand même. C'est attelé. En fait, c'est simple. À chaque fois qu'on va s'autoriser une petite soirée, on se dit tiens, c'est le lendemain, je vais être fatigué à l'entraînement. Donc c'est simplement c'est de l'avance que prend le concurrent X. Donc on évite vraiment de sortir. Après, on s'autorise peut-être un petit peu plus l'hiver parce que simplement c'est les crosses, c'est pas le plus important. Mais l'été, là, faut rester focus, faut rester droit sur ses objectifs et on se dit tiens, allez, la coupure c'est plus que dans 3 mois. Ça y est, je vais pouvoir faire la fête. Et niveau récupération, niveau nutrition, est-ce que tu accordes un intérêt particulier à cette facette de l'entraînement? Ouais, c'est sûr que j'essaye toujours de... simplement, il suffit pas d'aller s'entraîner dur sur la piste si derrière on mange des hamburgers ou des trucs bien gras. Donc j'essaye vraiment de manger sain, manger en bonne quantité, car quand on fait des bornes, il faut y aller sur la nourriture et dormir plus de 9 heures par nuit. Et du coup, pour faire tout ça, tu le fais toi-même en coordination, en collaboration avec ton entraîneur, ou tu as eu recours à des spécialistes, un diététicien ou ce type de choses? C'est sûr que le mieux, c'est de faire appel à un diététicien, mais moi, j'ai testé et finalement, j'ai trouvé ça un peu énervant, peser les aliments, tout ça. Donc, j'essaye de faire au mieux. Là, je prépare telle quantité de légumes. Après, sur les féculents, je me lâche un peu et puis j'essaye d'avoir mon apport en protéines qui est assez conséquent parce que je suis une personne assez volumineuse. Je fais 75 kilos. Donc, pour 1 mètre combien? Pour 1m85. D'accord. Donc je mange ce qu'il faut et puis... Oui, et puis bon, après, c'est vrai que souvent, on a tendance quand même à se prendre vachement la tête. Je pense que c'est assez intuitif. Et déjà, il y a la notion de plaisir. Je pense que l'entraînement est assez difficile et qu'il ne faut pas non plus être trop strict sur son alimentation parce qu'il faut aussi, c'est important dans le bien-être. On parlait hors antenne de burn-out sportif, mais voilà, c'est important aussi de faire plaisir à son corps de temps en temps. Et puis, c'est beaucoup de bon sens, quoi. Il n'y a pas besoin non plus de se prendre trop la tête. Il suffit de respecter un certain équilibre dans les aliments, d'être raisonnable. Et puis, ça roule, quoi. Ouais, clairement, faut quand même se faire plaisir parce que sinon, effectivement, on arrive au burn-out et on lâche tout et là, c'est pire.
Il faut durer, c'est ce qui est quand même aussi important parce qu'on peut pas non plus. C'est facile sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Si on veut durer, c'est un peu plus compliqué, surtout que tu es encore très jeune. Donc on te souhaite une longue carrière. Donc voilà, il faut prendre soin de ça, c'est important. Baptiste, si on te reçoit aujourd'hui, c'est aussi pour parler de ta passion autour de la création de contenu. Aujourd'hui, ta chaîne YouTube compte quasiment 40 000 abonnés. Tu es l'un, si ce n'est pas actuellement le YouTuber qui fait le plus de vues sur sa chaîne. Tu as créé ta chaîne YouTube il y a 4 ans, je crois, mais à l'origine, elle était plutôt consacrée. Enfin, j'ai vu que tes premières vidéos, c'était plutôt autour du VTT. Alors, comment est-ce que ça t'est venu, l'idée de partager ta passion sur YouTube de la course à pied? Ouais, c'est sûr. Ça fait déjà 4 ans. Ça passe vite, comme quoi quand on aime, ça passe vite. Et au début, j'ai commencé simplement par le VTT parce que j'avais acheté un nouveau cadre chinois et je me suis dit tiens, personne n'en a parlé, je vais faire ça. Et puis après je me suis dit tiens, pourquoi pas parler de ma passion qui est la course à pied. Et très vite Lucas m'a suivi sur cet aspect qui consistait à partager mes entraînements, mais aussi derrière il y a le montage qui est quand même conséquent. Et au fur et à mesure des années, on a su faire évoluer notre format. Et aujourd'hui, ça marche bien. On arrive à fidéliser de nombreux abonnés, là, de l'ordre de 40 000 abonnés. Donc, c'est chouette. On s'amuse bien à chaque compétition. On est là, on filme, on raconte une petite histoire. Et puis voilà. Alors justement, écrire, réaliser, monter des vidéos, ça demande du temps, des compétences. Je veux pas dire qu'on sait ce que c'est, mais en tout cas une partie au moins, écrire et monter, on sait. Comment tu t'es formé avec Lucas du coup et faire une vidéo, ça vous demande combien de temps concrètement? Parce que voilà, on voit la vidéo qui est bien faite, qui est nickel, et les gens se rendent pas compte du travail derrière. Donc concrètement, ça demande combien de temps une vidéo 10-15 minutes? Ouais, c'est sûr que on voit souvent le résultat, mais on sait pas ce qu'il y a derrière. Voilà, c'est compliqué à faire une vidéo. Il faut avoir l'envie, il faut prendre toutes les images et puis surtout avoir le temps derrière de réaliser ce qu'il faut. Nous, on fait plus des vidéos de 15-20 minutes pour le coup. Et on se dit c'est 50 heures, quoi. 50 Donc heures. 25 x 2, quoi. Et du coup, comment ça se passe le process? Est-ce que vous écrivez les vidéos avant? Est-ce que c'est plutôt vous mettez play et on voit ce qui se passe? C'est quoi un peu la méthodo? Et surtout, est-ce qu'elle a évolué? Comment est-ce que vous vous êtes formé aussi à ça? Parce que moi, j'ai vu tes vidéos, elles sont quand même assez bien construites. Est-ce que tu t'es fait accompagner? Comment ça s'est passé? Ah ouais, en fait, simplement, on s'est formé sur le tas, hein. Il faut savoir que tout d'abord, on consomme tous les deux beaucoup de YouTube. Donc, on regarde que ce soit des gens qui font des vidéos basiques, comme tout le monde connaît, ou des vidéos qui font de la course à pied, ou des autres gens. Donc, vraiment, on s'inspire des autres, on met à notre sauce et on écrit tout ça. Mais à chaque fois, dès qu'on voit un truc, on va se dire « Tiens, c'est pas mal cet effet ». On va essayer de l'apprendre, on tape sur YouTube, tac, tac, tac. On trouve, on fait l'effet. Et puis, finalement, on se rend compte que cet effet... on l'utilise encore alors que ça fait 1 an et demi on l'a appris. Donc c'est ça, vraiment apprendre sur le tas et faire évoluer le contenu et puis voir aussi par rapport à ce que les gens aiment à chaque fois, faire évoluer par rapport à ça. Donc le processus type d'une vidéo, ça a commencé par un blabla que maintenant assez court de 30 minutes pour expliquer le gros. Donc aujourd'hui, je vais partir à 7 courses et je vous emmène avec moi. Puis ensuite, on a l'introduction. Donc ça, c'est la petite vidéo qu'on a faite qui nous représente. Et enfin, là, c'est la course qui commence avec donc l'arrivée à la compétition. On explique la forme du moment, ce qui se passe, tout ça. Après la course, donc là, on explique vraiment les ressentis, tout ce qui va se passer à côté. Et enfin, après le débrief, si je suis content, si je suis pas content, ce qu'en pense le coach. Et puis enfin on termine et on se dit rendez-vous pour l'autre compétition très vite dans 3 semaines pour tout ça. Alors la particularité, c'est que tu t'es fait connaître sur YouTube avec des vidéos qui parlent vraiment d'athlé, c'est-à-dire tu parles plutôt de la piste, de duathlon, de cross. Et c'est vrai que sur YouTube, généralement, on voyait plutôt des YouTubeurs qui s'adressaient aux débutants, aux primos. C'était plutôt les 5 erreurs en course à pied, ce genre de type de contenu. Et
Et c'était, voilà, personne pensait qu'on pouvait finalement créer une communauté, fédérer une communauté autour de la piste ou du cross, puisque c'est vrai que c'est quand même ce qu'on appelle je peux dire dans le milieu, mais dans le monde du créateur de contenu, un contenu de niche déjà. Donc la course à pied, c'est déjà un contenu de niche, mais en plus, c'est une niche dans une niche. Toi, visiblement, tu as quand même réussi à faire prendre la mayonnaise. Pourquoi est-ce que tu penses que tu as réussi finalement, ou d'autres ont essayé aussi de parler de pistes, d'athlètes et de cross, et que ça n'a pas marché? Et d'ailleurs, tu arrives même à toucher à des gens qui ne sont pas forcément des coureurs aguerris, parce que voilà, il n'y a pas 40 000 personnes en France qui de haut niveau ou qui font vraiment de la piste. C'est même plutôt des coureurs amateurs qui te suivent. Donc comment est-ce que tu arrives à embarquer les gens dans ta passion et dans ce monde du haut niveau? Je pense que vraiment, c'est vrai que j'ai réussi à prendre pas mal de personnes qui faisaient de l'athlétisme, mais il n'y a pas que, il y a aussi des gens qui arrivent et me disent alors je fais pas du tout de course à pied, mais j'aime bien regarder tes vidéos simplement par le storytelling. Le fait comment ça se passe une course, les personnes ils savent pas du tout et ils se rendent compte qu'ils aiment bien en fait simplement comment ça se passe et les amateurs aussi, donc les personnes qui sont plus axées sur la route, ils découvrent ce milieu et pourquoi pas s'y mettre ensuite sur ces distances, sur la piste. Et du coup, là, on parlait de la réaction, enfin, des gens qui te suivent, qui te sont fidèles, tes abonnés. Le monde de l'athlétisme, des coureurs eux-mêmes, quelle a été leur réaction? Est-ce que tu as noté des choses un peu particulières, ou finalement ta démarche a été assez comprise, assez bien acceptée, ou tu as senti quand même des regards curieux, interrogateurs, voire plus? Non, franchement, rien de spécial. J'ai continué à faire mon truc. Je pense que j'ai réussi à bien rester dans le milieu aussi parce que simplement j'ai été régulier. Avec Lucas, on a toujours essayé de maintenir minimum une vidéo toutes les 2 semaines. Parce que sur YouTube, c'est ça qu'il faut être régulier, il faut proposer du contenu. On a essayé de qualité. On essaye de privilégier la qualité sur la quantité aussi. Et donc voilà, après, les gens, sur la course, ils se disent pas forcément lui, il me filme, j'aime pas. En fait, j'ai jamais eu de mauvais feedback finalement. J'ai pas eu quelqu'un qui me dit tu me filmes pas, enfin, ouais, qui vient m'embrouiller pour rien. Bon, ça c'est cool. Et je le disais tout à l'heure, hein, tu es étudiant, en STAPS plus particulièrement, donc tu es athlète de haut niveau, tu es créateur de contenu sur YouTube, donc tu as plutôt un agenda plutôt chargé. Comment tu gères ça, et quel regard porte notamment ton entraîneur par rapport à toutes ces activités annexes? C'est sûr que ouais, faire les 3, donc la course à pied, les études ainsi que les vidéos, c'est un triptyque ambitieux, mais voilà, j'aime ça. Et à partir du moment où on aime ça, et ça roule. Bon, c'est sûr que parfois j'ai tendance à délaisser un peu les études, donc je vais un petit peu moins réviser que les autres, mais j'essaye toujours de maintenir pour essayer de passer les années au fur et à mesure. Donc en STAPS, moi j'aimerais être prof d'EPS, donc c'est 5 ans. Donc voilà, j'aimerais les faire en 5 ans et pas en 7-8. Donc voilà, il faut rester concentré, mais c'est sûr que voilà, j'ai un agenda, un bon gros agenda, mais je vais simplement essayer de tout mettre en œuvre pour que ça passe dans ma journée de 24 heures. Donc je commence avec un entraînement, puis je peux rajouter 2-3 heures de montage avant d'aller en cours et finir par l'entraînement du soir. Voilà, c'est vraiment, faut s'adapter. S'il y a un mot à dire, c'est l'adaptation, quoi. Ouais, et puis l'un nourrit l'autre, puisque effectivement, tu nous disais tout à l'heure, c'est aussi la création de contenu qui te pousse un petit peu, qui te challenge dans tes entraînements. Donc ça, c'est aussi plutôt positif. Peut-être que si tu crées du contenu sur autre chose, ce serait un peu plus compliqué, mais là, ça reste dans le même univers. Donc je pense que voilà, ça se nourrit les uns des autres. Et ça, c'est curieux, parce que moi, je regarde un peu tes réalisations, et c'est vrai que tu as cassé un peu les codes dans la manière de produire, de monter les sujets. Et je trouve ça, en fait, c'est assez neuf, quoi. C'est assez, on n'a pas l'habitude de voir ça dans du reportage d'athlétisme. Et ouais, vous inventez vos propres règles, quoi. Vous cherchez, vous piochez un peu à droite, vous piochez un peu à gauche, et du coup ça donne quelque chose d'assez original. Finalement, ça fait du bien, parce que
voilà, je pense que l'inspiration, il faut la chercher partout. Et souvent, le monde de la course à pied a tendance à être très centré sur lui-même et peut-être pas assez ouvert justement sur ce qui se fait ailleurs. Donc, ça peut être aussi ça, à mon avis, qui vous a porté. Ouais, c'est sûr qu'on s'inspire beaucoup des grands reportages sur les grands athlètes, mais nous, on va rajouter notre petite touche d'humour pour détendre l'atmosphère, tout ça. Genre, on va vraiment essayer d'aller chercher, certes, le sérieux, tout ce qui est important dans la course à pied, et aussi à côté, faire rigoler les gens, qui passent un bon moment et les divertir surtout. Justement, on sait que l'arrivée des réseaux sociaux a profondément changé quand même le quotidien des athlètes de haut niveau et surtout l'économie du sport de manière générale. Aujourd'hui, on demande de plus en plus aux athlètes de créer du contenu, de partager leur quotidien de sportifs. Toi, quel regard tu portes par rapport à cette évolution ? Est-ce que tu comprends que finalement les technologies, la société, elle évolue et qu'il faut s'adapter, ou au contraire, tu penses qu'il faut préserver les athlètes de tout ça ? Toi, comment tu vois les choses ? Parce que tu sais que ça fait un peu débat justement dans le monde des athlètes, et ces réseaux sociaux, c'est pas forcément, et cette création de contenu n'est pas forcément bien vue par tout le monde. Ouais, mais c'est sûr que maintenant, c'est vraiment obligatoire, quoi. La marque, elle va vraiment attendre un retour sur investissement. Et donc, ça passe par le biais de la communauté. Donc, ça se passe en athlée, surtout sur Instagram. Donc, la marque va demander d'avoir tel nombre de posts par semaine et tel nombre de stories. Mais ouais, c'est vrai que ça évolue. Il y a quelques personnes qui vont dire que c'est pas bien, d'autres qui vont dire c'est pas mal. Mais après, la marque, comme je viens de le dire, cherche un retour sur investissement. Donc ouais, il faut faire avec. Il faut s'adapter, c'est ça. C'est un peu le propre aussi des athlètes. Et justement, au niveau économie, est-ce que tu penses que c'est un plus ? Est-ce que tu arrives, par rapport à tes partenaires, est-ce que tu penses que ça va aussi te permettre de pouvoir mieux vivre de ton sport, de pouvoir plus partir en stage, de pouvoir plus t'investir, parce que c'est aussi important quand on a envie de vivre sa passion, quand on a envie de pratiquer le sport à haut niveau, il faut évidemment pouvoir avoir des revenus, et ça c'est une problématique qui est importante pour pouvoir ne serait-ce que continuer à pratiquer dans de bonnes conditions. Est-ce que tu penses que toi c'est un plus, ou au contraire ça t'aide pas forcément ? Ah, mais c'est une certitude que c'est un plus, parce que simplement je faisais la remarque à Lucas là, au championnat de France de cross. J'ai dit tiens, regarde Lucas, là, j'ai fait 3e. Mais je suis persuadé que en étant 3e, si on n'avait pas fait tout ce travail de chaîne YouTube, tout ça, il n'y aurait pas eu une personne qui m'aurait demandé une photo. Résultat des courses, ce week-end, il y en avait 150. Donc, pour vous dire, simplement le fait de partager, enfin le fait de faire quelque chose, ça fait vraiment sortir l'athlète du lot. Et c'est sûr que les marques, elles recherchent ça aujourd'hui. Il y a des gens qui sont moins à l'aise, mais il faut vraiment faire avec. Et nous, on a réussi à construire une belle communauté. On s'amuse bien à faire des vidéos. Donc voilà, on aime bien. Et puis c'est sûr que les marques, elles vont être amenées à faire des propositions sur des contrats bien plus élevés qu'une simple personne qui fait son sport mais sans trop communiquer. Et on sent aussi dans tes vidéos une certaine forme de bienveillance. On voit que tu t'adresses quand même beaucoup aux coureurs amateurs, tu veux vraiment t'adresser à tout le monde. Pourquoi pour toi c'est important justement de fédérer un maximum de public autour de tes créations, parce que c'est vrai que souvent dans le monde du haut niveau, voilà, on est un peu, je peux dire, replié sur soi-même, mais c'est tellement exigeant, on est un peu, voilà, on est tête dans le guidon, et on voit pas trop ce qui se passe autour. On est très centré performance, chrono, on reste un peu entre athlètes. Toi, t'as pas du tout, j'ai l'impression, cet état d'esprit-là. Est-ce que c'est parce que aussi t'as commencé peut-être un peu plus sur le tard la course à pied, et du coup t'as encore un regard assez neuf sur ce sport ? En fait, je pense que c'est important de réexpliquer toutes les règles de l'athlète, enfin tout ce qui se passe à côté. Et c'est pour le coup là, moi avec ma chaîne YouTube, elle s'adresse aussi aux personnes qui connaissent rien du tout. Comme je viens de le dire, il y a vraiment des personnes qui courent pas du tout, mais qui regardent les vidéos. Donc c'est important de tout réexpliquer, et pour que tout le monde comprenne bien. Et même si on réexplique à quelqu'un qui connaît très très bien le milieu, et il va dire tiens, c'est pas grave, je connais déjà, mais bon au moins je suis sûr de bien connaître. C'est intéressant parce qu'on voit que Baptiste a ce souci de la pédagogie, ce qui est plutôt cohérent avec son projet
professionnel, ce qui dit qu'un jour il veut être prof de sport, donc c'est plutôt bien parti de ce point de vue-là. Moi, j'aimerais aborder un autre sujet avec toi Baptiste. C'est évidemment, tu n'es pas sans savoir, parce que tu vis en région parisienne, qu'en 2024, il va y avoir un grand événement dans notre belle capitale, puisqu'il y a les JO d'été. Je ne connais pas un athlète de haut niveau qui n'a pas coché ce moment-là dans sa tête, et certainement plus que dans sa tête même, également dans le plan d'entraînement. Toi, dans quel état d'esprit tu es à l'approche de ces JO? Est-ce que tu te dis que c'est encore un peu trop tôt par rapport à ta carrière, ou c'est quand même intégré dans ton schéma de carrière professionnelle sportive? C'est sûr que les JO, ça fait rêver, notamment en France, ici, dans la ville Lumière. Mais c'est vrai que ça va être compliqué, là. Faut pas se leurrer. On est en 2022, j'ai 18 ans. On dit que les athlètes, sur les épreuves comme le 3000 mètres steeple, c'est à 28 ans où ils ont leur pic de forme. Et là, quand on voit simplement les athlètes qu'il y a sur 3000 mètres steeple, on se rend compte qu'il y a une forte densité. Dans 2 ans, ça risque d'être compliqué pour les Jeux 2024, même si bien sûr je vais tout donner, mais bon, je vais vraiment tout donner, mais ce sera plus, s'il y a une vraie date à donner, ce sera plus 2028 à Los Angeles. C'est pas mal aussi, les JO de Los Angeles, c'est pas mal. C'est chouette quand même, hein. C'est plutôt, il y a moins intéressant comme destination, effectivement. Et du coup, aujourd'hui, est-ce que tu estimes être dans les meilleures conditions pour être performant dans les gros championnats? Je m'explique, hein, au-delà de l'entraînement que tu mènes, on sait qu'une carrière de haut niveau, ça demande certains investissements, notamment au niveau de l'équipement, parce que les gens se rendent peut-être pas compte le nombre de chaussures qu'on peut épuiser à l'entraînement quand on court encore plus 140 km par semaine, même si c'est pas les 140 avec la même paire, hein, je précise évidemment, et heureusement dans un sens. Il y a les stages, il y a ce genre de choses. On avait eu un échange avec des athlètes, avec un manager sur finalement cette économie qui est un peu invisible, mais dont se rend pas compte le grand public. Donc toi, est-ce que tu estimes être dans de bonnes conditions? Tu bénéficies d'aide, ou tu estimes être encore un peu, on va dire, limité à ce niveau-là, et que pour passer le cran suivant, il va falloir aussi que peut-être tu aies des partenariats plus importants, conséquents? Non, franchement, moi, ça va, là, j'arrive à bien en vivre. J'ai ce qu'il faut pour justement arriver à avoir assez d'équipement, avoir assez de staff. Après, simplement, il y a plus qu'à s'entraîner, et puis à bien s'entraîner, et ouais, bien s'entraîner. Évidemment, avec tes résultats sur vélo, est-ce que tu as déjà pensé à te lancer sur triathlon? Alors, ça va peut-être te faire sourire, mais on sait que quand tu as fait du duathlon, c'était beaucoup revenu sur les réseaux sociaux. Les gens se demandaient, mais pourquoi est-ce que finalement tu vas pas sur triathlon? Est-ce que l'idée t'est déjà traversé l'esprit? Oui, elle m'a traversé l'esprit, elle m'a bien traversé l'esprit, parce que j'ai pris une licence dans un club de triathlon et j'ai essayé pendant une année, donc je me suis mis à nager 2-3 fois par semaine. Mais bon, donc je me suis qualifié au championnat de France quand même. Et puis je me fais appeler, j'arrive au championnat de France, je me fais appeler sur la ligne de départ en tant que grand favori, étant donné que j'avais eu le titre l'année dernière de champion de France de duathlon. Et le départ est donné, nous filons tambour battant dans le lac, et nous faisons 100 mètres. Et là, je me retourne, j'aperçois les kayaks, et je sors dernier de l'eau. Alors, dernier de l'eau. Après, il y a le vélo, où là, il y a le drafting, donc simplement le fait de profiter de l'aspiration des autres. Ça, dans le vélo, c'est beaucoup utilisé, c'est très bénéfique. Donc, finalement, sur le vélo, j'arrive à remonter personne. Je me retrouve à la pose du vélo dans la 100e position. Et puis, enfin, pour finir, la course à pied, où certes, je fais le meilleur temps des concurrents, mais bon, je termine 70e, donc ça m'a un peu dégoûté. Et puis en plus, j'aime pas nager, donc j'ai totalement abandonné cette idée de faire du triathlon.
Bon, ça, c'est vraiment une particularité ce que je vais appeler les triathlons courts, en opposition aux Ironman. Ah oui, C'est que la natation joue un rôle déterminant. Si on n'est pas un bon nageur, on peut être un nageur moyen en Ironman et sortir du lot, parce que déjà en Ironman, le drafting est interdit, c'est-à-dire le fait de courir en peloton ou à plusieurs en vélo, de rouler plutôt, j'ai dit courir, mais de rouler en peloton. Et après, l'épreuve est tellement longue qu'à un moment, si on est bon cycliste ou bon coureur, on peut refaire son retard, mais par rapport à la natation. Tu disais justement que lors de cette compétition, du fait de ton passé de duathlète, tu avais été annoncé en favori. Est-ce que le fait d'être, on va dire, une personne publique, du coup, dans le monde de l'athlé, au-delà du simple microcosme athlète de haut niveau, parce que voilà, il y a bien plus de gens qui te connaissent que les simples spécialistes vraiment de course à pied et d'athlétisme. Est-ce que ça met une pression en plus sur les compétitions où tu peux aller? Et est-ce que du coup, toi, ça te rajoute quelque chose? Ou c'est une motivation supplémentaire, parce que ça fait du bien aussi d'arriver quelque part et d'être reconnu, comme tu le disais. Les gens ont du coup plus souvent un petit mot d'encouragement. Est-ce que cette notoriété-là, elle te sert ou elle te dessert par rapport aux compétitions, ou c'est globalement neutre? Moi, j'aurais dit que franchement, elle me sert parce que simplement, ouais, mais je trouve qu'il n'y a pas d'aspect négatif au fait d'avoir des gens qui nous suivent derrière. Je ressens pas plus de pression parce que simplement, de toute manière, moi, je vais vouloir faire une bonne perf et qu'il y ait des gens derrière qui m'attendent ou quoi. Et bah, ça va simplement plus me stimuler. Donc, je vais encore avoir plus envie de faire une bonne performance. Et puis après, si ça passe pas, et bah, c'est comme ça, c'est que j'ai été moins bon ou du moins en forme que les autres. Bah c'est sûr qu'on est l'adversaire, hein, voilà, où on a peut-être un peu plus envie de battre, parce que c'est symboliquement, il y a des gens qui veulent, qui ont envie de t'attaquer un petit peu plus. Ça fait partie aussi du jeu. Ça marche dans les deux sens. On parlait de forme un peu plus long sur Ironman. Est-ce que tu penses un peu à allonger la distance dans les années à venir? Est-ce que tu dois, par exemple, sur marathon, sur semi, ou toi vraiment, ce qui te plaît, c'est les labours et la piste? C'est vrai que en fait, je pensais beaucoup que j'allais faire du semi, des marathons, mais j'ai fait un test très récemment à l'INSEP où on a remarqué que j'avais finalement pas trop la morphologie pour. Après, on verra, mais on a remarqué que je montais fort rapidement en lactate, donc ce qui faisait de moi plus un coureur de 1500, 3000. Donc on verra bien, mais c'est sûr que moi, avant ce test, j'avais vraiment pour but de monter sur semi, sur marathon, parce que j'adore la borne. Et Fred, c'est quoi ce genre de test? Est-ce que vraiment il y a des prédispositions et les cartes sont données et c'est foutu, ou quand même est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ces tests? Parce que moi, ça attise ma curiosité. Je ne suis pas forcément au fait de ce type d'expérience. Alors, pour moi, mais c'est vraiment un avis personnel, je trouve ça toujours délicat d'avoir un athlète et de lui dire t'es plutôt prédisposé pour ci, pour ça, parce que c'est considéré finalement que le physique et la physiologie l'emportent sur tout, alors que moi j'estime que l'envie de faire quelque chose et le mental, on parle souvent du mental en course à pied, est aussi fondamental. Après, donc voilà, Baptiste aura la carrière qu'il souhaite avoir, mais je pense que il doit pas, et je pense que c'est pas le type de garçon qui va totalement se laisser guider par ce type de test. Voilà, mais peut-être que ça fait reculer une échéance et de se dire j'ai d'abord peut-être une carte à jouer à fond sur tel type de distance, sachant que les meilleurs marathoniens de la planète sont de très bons coureurs de demi-fond à la base. Haile Gebrselassie, Kenenisa Bekele, Eliud Kipchoge, avant d'être sur les 42 km sur le macadam, c'est des gars qui étaient dans les crosses et sur la piste. Donc, ils ont des qualités de demi-fondeur indéniables. Voilà. Après, ce type de test, en fait, c'est juste mesurer certaines données physiologiques, notamment à quel moment on atteint les fameux seuils. Le seuil 1, seuil aérobie, seuil anaérobie, s'ils arrivent plus ou moins vite, du coup le taux de lactate qui est sécrété, qui peut, entre guillemets, selon certains, constituer un facteur limitant.
tu as d'autres chercheurs qui estiment que finalement, avoir un haut taux de lactate, c'est aussi un signe de performance parce que les meilleurs coureurs de demi-fond ont des taux de production de lactate très élevés, en fait. Parce que c'est une conséquence de l'effort. C'est pas un facteur limitant. Finalement, c'est une conséquence du niveau de performance. Donc, si tu es en capacité, entre guillemets, de produire énormément de lactate, ça veut dire que sur le demi-fond court, tu es, entre guillemets, prédisposé à être performant. Mais comme je le dis, c'est considéré que finalement, la seule performance sportive est la conséquence uniquement de tes prédispositions physiologiques, ce que personnellement je ne crois pas, mais je pense que c'est un tout. C'est-à-dire qu'évidemment, une personne qui a tel type de prédisposition ou qui va être plus endurante pourra, mais on a vu et on a un superbe exemple, je pense, avec Florian Carvalho, qui a été pendant longtemps un des meilleurs coureurs de 1500 mètres en France, qui a fait une reconversion tout à fait remarquable sur marathon. Ouais, c'est sûr que ça peut évoluer après avec l'entraînement, tout ça. Et puis c'est vrai que là, pour le coup, moi je pense avoir un petit peu la même morphologie que Florian Carvalho. Et moi j'aimerais bien faire la même carrière. Écoute, c'est ce qu'on te souhaite. Moi je te le souhaite. Et puis la physiologie, tu sais, la morphologie, pardon. Moi je prends souvent l'exemple, j'en parle souvent parce qu'on aborde souvent la question du poids. On a chacun. Alors bien sûr, parce que souvent on caricature un peu mes propos. Si on est obèse ou on est en surpoids, on va pas pouvoir performer. Mais après il n'y a pas de règle. Kenenisa Bekele, qui est un immense champion, 10 fois champion du monde de cross, qui a quasiment battu le record du monde il y a 2 ans sur marathon, enfin qui a une carrière quasi inégalée. Ils sont très peu à avoir son palmarès. 1m64, 58 kilos. Voilà. Les Gebrselassie, c'est pareil. Exactement. C'est donc, gabarit, si on prend juste le rapport, la taille, la différence avec le poids, voilà, c'est oui, et puis pas valide. S'il fallait vraiment que des examens, ça serait les scientifiques qui choisiraient. Enfin, tu vois, ça serait déjà plié depuis longtemps. Ouais. C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, mais c'est sûrement aussi un biais des scientifiques. C'est des données intéressantes, mais je pense pas que c'est quelque chose qui doit nous freiner. Heureusement, c'est des fois un peu plus complexe que ça. C'est vrai que on a une question un peu rituelle. D'habitude, on la pose. Les auditeurs sont un petit peu plus âgés parce qu'on dit c'est dans 20, 25 ans. Alors, cette question, c'est la suivante. C'est quel conseil tu donnerais au petit Baptiste de 12-13 ans? Donc, on va pas remonter 20 ans en arrière parce que tu n'as que 18 ans. Toi, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, mais ce serait aussi intéressant de savoir. Est-ce que si tu pouvais t'adresser au petit Baptiste de 11-12 ans, quel conseil tu lui donnerais actuellement? Franchement, je ne saurais pas trop quoi dire parce que simplement, continuer ce que tu as envie de faire parce que simplement, c'est ce qu'il faut en fait dans la vie. Il faut faire ce qu'on a envie de faire et de continuer, poursuivre ses rêves et puis pas se donner de limites, quoi. Bon, c'est un très bon mot de la fin. Fred, je ne sais pas si tu veux conclure sur quelque chose avant de se quitter. C'est difficile de conclure après une telle phrase et qui est pour moi le signe d'une vraie maturité et moi je trouve que ça fait plaisir de voir des jeunes athlètes aussi brillants et qui derrière font des choses qui bénéficie à tout le monde, très sincèrement. Moi je regarde les vidéos, c'est une de mes athlètes de mon groupe qui m'avait fait découvrir ça il y a quelques temps. Non, vraiment, qui m'a dit mais tiens, regarde ce qu'il fait. C'est parce qu'on connaît certaines personnes de ton club, évidemment, tout le monde se connaît en région parisienne. Ouais, c'est sûr. Et j'avais regardé et ouais, c'est vraiment intéressant. Mais moi j'apprends des choses parce que il y a personne qui n'apprend rien. Il y a que les gens qui croient tout savoir qui n'apprend rien. Et heureusement pour l'instant, j'ai pas encore ce défaut. Donc je trouve ça toujours intéressant et je trouve ça bien d'avoir entre guillemets, je le dis très amicalement, un jeune gars de 18 ans qui m'apprend des choses sur l'entraînement parce que je trouve ça super en fait. C'est-à-dire que il n'y a pas que les vieux qui ont la connaissance, que les vieux barbus avec un peu de poil blanc, voilà, c'est tout le monde peut l'avoir et en plus si on la partage avec bienveillance, c'est super. Et donc voilà. C'est vrai que ça fait plaisir. Cible, ça veut dire quoi? Il me posait la question tout à l'heure, je ne savais pas quoi lui répondre. Alors, est-ce que tu peux répondre à cette question? Ça veut rien dire. Ça veut vraiment rien dire? Ouais, en fait, simplement, ça vient du fait que avant d'être sur YouTube, on jouait beaucoup aux jeux vidéo, comme les jeunes de 15-16 ans. Et il fallait trouver un pseudo et on s'est dit, tiens, Ciblo.
Bon, bah ça marche plutôt bien. Donc on va peut-être trouver entre-temps une signification. Voilà, pas si vous trouvé avez encore. des idées, n'hésitez On pas. va brainstormer, on va voir si on peut trouver quelque chose. Merci infiniment en tout cas de t'être prêté au jeu et de nous avoir laissé entrer dans ta tête. Et puis on te souhaite que le meilleur. On va suivre ta carrière et ton évolution de très près. Et puis j'espère à très bientôt et bon courage pour la suite. Merci à vous. Au revoir. À bientôt. Merci.